Ce matin-là, mon ouvrier a lâché son marteau et m'a regardé comme si j'étais en danger de mort. Je m'appelle Anaïs Perrault, j'ai 71 ans. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une mère qui a découvert la vérité en cassant un mur. Tout a commencé un mardi matin de mars. J'avais enfin décidé de rénover ma cuisine. Après des années à cuisiner dans cette pièce sombre, avec ses vieux carreaux jaunes et son papier peint défraîchi, je m'étais dit « Anaïs, tu le mérites, une belle cuisine moderne ». Mon fils Théo avait insisté pour que je vienne habiter cette maison. « Maman, tu seras mieux ici. Plus d'espace, un jardin. » Il avait été si prévenant, si gentil. Comment aurais-je pu refuser? L'ouvrier s'appelait Monsieur Garnier, un homme simple, la cinquantaine, des mains abîmées par le travail. Il est arrivé à 8 heures précises, comme promis. « Bonjour, Madame Perrault. On commence par où ?» Je lui ai montré le vieux mur entre la cuisine et le garde-manger. « Celui-ci. Je voudrais ouvrir l'espace, créer une grande cuisine américaine. » Il a hoché la tête. « Pas de souci. Je vais faire attention aux canalisations. » J'ai préparé du café. Je me souviens du bruit, ce martèlement régulier, presque réconfortant, le bruit du changement, du renouveau, et puis le silence. Un silence brusque, anormal. Je suis revenu dans la cuisine. Monsieur Garnier était immobile, le marteau pendant au bout de son bras. Son visage était d'une pâleur effrayante. « Madame », sa voix tremblait. « Madame, il faut que vous sortiez de cette maison. Aujourd'hui même. » J'ai ri nerveusement. « Pardon? Mais pourquoi ?» Il a reculé d'un pas, comme s'il avait peur de me dire ce qu'il venait de découvrir. « Et surtout, ne dites rien à votre fils. » Mon cœur s'est arrêté. Dans le mur ouvert, entre les briques et le plâtre, il y avait une boîte métallique, grise, rouillée sur les coins, fermée avec du scotch marron. Mes mains tremblaient quand je l'ai prise. Elle était lourde, pleine. « Ouvrez-la », a murmuré Monsieur Garnier. À l'intérieur, des dizaines de documents, des photocopies, des formulaires médicaux, des courriers administratifs, et tous parlaient de moi. Certificat médical d'internement psychiatrique. Patiente, Anaïs Perrault. Procuration notariée pour gestion des biens immobiliers. Demande d'admission en établissement spécialisé pour troubles mentaux sévères. Mon fils, mon Théo, avait tout préparé, avant même que je ne vienne habiter ici. Il voulait me faire interner, me déclarer folle, prendre ma maison, mon argent, ma vie. J'ai senti mes jambes fléchir. Monsieur Garnier m'a rattrapé par le bras. « Madame, vous comprenez maintenant pourquoi vous devez partir ?» Oui, je comprenais. Mais ce que je ne comprenais pas encore, c'était comment mon propre enfant avait pu devenir un étranger. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Pour comprendre pourquoi j'ai cru en mon fils jusqu'au bout, il faut que je vous raconte qui j'étais avant. Avant cette boîte, avant ce mur, avant cette maison qui devait être mon refuge et qui était en réalité ma prison. Je suis née à Lyon, dans une famille modeste mais aimante. Mon père était comptable, ma mère couturière. Ils m'ont appris 2 choses, le travail et la dignité. À 23 ans, j'ai épousé Philippe Perrault, un homme bon, ingénieur civil. Nous nous étions rencontrés dans un bal populaire, un samedi soir de juin. Il portait une chemise blanche et sentait l'eau de Cologne. Quand il m'a invité à danser, j'ai su que ma vie changeait. Nous avons eu Théo 3 ans plus tard. Je me souviens de tout, de ses petits pieds dans mes mains, de son premier mot, maman, de ses dessins d'enfants collés sur le frigo, de ses yeux noisettes, exactement comme ceux de Philippe. Philippe est mort il y a 8 ans, cancer du pancréas, rapide, brutal. En 6 mois, je l'ai perdu. Théo a été merveilleux pendant cette période. Il venait me voir tous les jours. Il m'aidait avec les papiers, les assurances, les funérailles. « Ne t'inquiète pas, maman, je m'occupe de tout. » Et il s'est occupé de tout. Trop bien. Après la mort de Philippe, je suis restée seule dans notre appartement de Neuilly. 120 mètres carrés, 3 chambres, une terrasse avec vue sur le parc. C'était grand, c'était silencieux, mais c'était notre vie. Théo venait déjeuner le dimanche. Nous parlions de son travail. Il était promoteur immobilier, de sa vie, de ses projets. Un jour, il m'a dit « Maman, cet appartement est trop grand pour toi. Tu devrais vendre. » J'ai refusé. « Non, Théo. Ici, j'ai encore ton père. Ses livres, ses pulls dans l'armoire. Je ne peux pas. » Il n'a pas insisté. Pas tout de suite. Mais 6 mois plus tard, il est revenu avec une proposition. « J'ai trouvé une maison pour toi. En banlieue. Calme, avec un jardin. Tu adoreras. »
Et moi, je serai tout prêt. Je pourrai venir te voir plus souvent. Il m'a montré des photos. Une petite maison en briques rouges, un portail blanc, des rosiers devant la fenêtre. Elle est à moi, maman. Je l'ai achetée pour toi. Tu n'auras rien à payer, juste à y vivre tranquillement. J'ai pleuré ce jour-là, de reconnaissance, de soulagement. Mon fils m'offrait une maison. Comment aurais-je pu imaginer qu'il me tendait un piège? Tu vends l'appartement et tu viens t'installer ici, d'accord? J'ai dit oui. J'ai vendu l'appartement de Neuilly. 450 000 €. J'ai tout donné à Théo pour qu'il gère mon argent. Comme ça, tu n'auras pas à t'en soucier, maman. Je vais tout placer pour toi. Je lui faisais confiance. Je suis arrivée dans cette maison un matin de septembre. Théo m'a aidé à porter mes cartons. Il a installé mes meubles. Il a accroché le portrait de Philippe dans le salon. Voilà, maman, tu es chez toi. Je me souviens d'avoir pensé, quel fils merveilleux j'ai. Mais cette maison, dès le premier soir, elle m'a semblé étrange. Trop isolée, trop silencieuse. Les voisins ne me saluaient jamais, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignorais. Et puis il y avait cette cuisine, sombre, étouffante, avec ce vieux mur qui séparait tout. Un jour, je la rénoverai, je me disais. Ce jour est arrivé. Et avec lui, la vérité. La vérité a toujours été là, cachée dans les murs, dans les silences, dans les sourires trop parfaits. Les premiers doutes ne viennent jamais comme un coup de tonnerre. Ils arrivent doucement, comme une pluie fine qui mouille sans qu'on s'en aperçoive. Les premières semaines dans cette maison, j'ai essayé de me convaincre que tout allait bien. Je me levais tôt. Je préparais mon café dans cette cuisine que je détestais déjà. Je regardais par la fenêtre ce jardin que Théo m'avait vanté. Un carré d'herbe jaunie, quelques rosiers malades, un vieux banc en fer rouillé. Ce n'était pas le paradis qu'il m'avait promis. Mais je me disais, Anaïs, tu es ingrate. Ton fils t'a offert une maison. Le téléphone sonnait tous les jours. Théo. Bonjour maman, tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Au début, j'étais touchée. Quelle attention, quel amour. Mais petit à petit, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ces questions. Tu as parlé à quelqu'un aujourd'hui? Tu es sorti? Tu te sens bien? Mentalement? Mentalement. Ce mot revenait souvent, trop souvent. Oui, Théo, je vais bien. Pourquoi cette question? Pour rien, maman. Juste pour être sûre. À ton âge, tu sais, il faut faire attention. À mon âge. J'avais 63 ans à l'époque. J'étais en pleine forme. Je marchais 5 kilomètres par jour. Je lisais, je cuisinais, je vivais. Mais dans sa voix, j'entendais déjà quelque chose. Une sorte de doute, comme s'il attendait que je devienne fragile. Un matin, j'ai reçu une lettre de la mairie. Une convocation pour une évaluation de santé mentale des seniors isolés. J'ai appelé Théo, paniqué. Théo, j'ai reçu une convocation. Ils veulent m'évaluer. Mentalement. Pourquoi? Je ne suis pas malade. Il y a eu un silence, puis sa voix, douce, presque compatissante. Maman, c'est normal. C'est une démarche préventive. Toutes les personnes âgées seules reçoivent ça. Ne t'inquiète pas. Mais je ne veux pas y aller. Il le faut, maman. Sinon, ils vont penser que tu as quelque chose à cacher. J'y suis allée. Le rendez-vous était dans un centre médical froid, aux murs blancs, avec des néons qui bourdonnaient. Une psychiatre m'a reçue. Jeune, blonde, regard distant. Madame Perrault, votre fils nous a contactés. Il s'inquiète pour vous. Mon cœur s'est serré. Pardon? Pourquoi s'inquiète-t-il? Il dit que vous semblez désorienté, que vous oubliez des choses, que vous parlez seul. J'étais abasourdie. Je ne parle pas seul, je ne suis pas désorientée. Qui vous a dit ça? Votre fils. Monsieur Théo Perrault. Il a rempli un formulaire de signalement préventif. Un signalement. Mon propre fils m'avait signalé. Madame, calmez-vous. Ce n'est qu'une évaluation. Répondez simplement aux questions. Elle m'a posé des questions absurdes. Quel jour sommes-nous? Qui est le président de la République? Pouvez-vous compter à l'envers de 100 à 90? J'ai répondu à tout. Parfaitement. Calmement. Elle a noté, noté, noté. À la fin, elle m'a regardé avec un sourire professionnel. Tout va bien pour aujourd'hui, Madame Perrault, mais nous allons programmer un suivi, tous les 3 mois, par précaution. Par précaution de quoi? De votre bien-être. Je suis rentrée chez moi en tremblant. J'ai appelé Théo immédiatement. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu les as contactés? Maman, je m'inquiète pour toi. Tu vis seule. Tu es isolée. Je veux juste être sûre que tu vas bien. Mais je vais bien? Tu en es sûre? Parce que l'autre jour, tu m'as appelé 3 fois pour me poser la même question. Tu ne t'en souviens pas? Je ne m'en souvenais pas. Ou peut-être que si. Je ne savais plus. Il avait planté un doute en moi.
Un doute terrible. Et si j'étais vraiment en train de perdre la tête? Les semaines ont passé. Théo venait me voir chaque dimanche. Il apportait des courses. Il vérifiait que je prenais mes médicaments. Des vitamines, disait-il. Tiens, maman, pour ta mémoire. Je prenais ces pilules sans réfléchir. Mais j'ai commencé à me sentir différente, fatiguée, confuse. Parfois, je me levais et j'oubliais ce que j'allais faire. Je cherchais mes clés pendant des heures. Je regardais la télévision sans comprendre ce que je regardais. Un soir, j'ai trouvé un mot écrit de ma main sur la table de la cuisine. Ne fais confiance à personne. Je ne me souvenais pas de l'avoir écrit. J'ai pleuré cette nuit-là, longuement, silencieusement. Peut-être que Théo avait raison. Peut-être que je perdais vraiment la tête. Mais une partie de moi, une petite voix que je refusais d'écouter, me disait autre chose. Et si ce n'était pas la folie? Et si c'était lui? Un matin, j'ai arrêté de prendre les pilules. Je les ai cachées dans un tiroir et j'ai attendu. En une semaine, ma tête s'est éclaircie. Les confusions ont disparu. La fatigue aussi. J'ai compris. Ces pilules n'étaient pas des vitamines. Mon fils me droguait. Et cette maison n'était pas un refuge. C'était une cage. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Quand on commence à voir la vérité, on ne peut plus fermer les yeux, même si cette vérité nous déchire. Après avoir arrêté les pilules, j'ai commencé à observer, vraiment observer, chaque geste de Théo, chaque mot, chaque silence. Le dimanche suivant, il est arrivé comme d'habitude, 11 heures précises. Un sac de courses à la main, sourire impeccable. « Bonjour maman, comment vas-tu cette semaine ?»« Bien Théo, très bien. » Il m'a regardé avec attention, trop d'attention. « Tu as pris tes vitamines ?»« Oui, bien sûr. » Je mentais. Et pour la première fois, je voyais dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant, de la déception. Il voulait que je sois confuse. Il attendait que je perde la tête. « Maman, tu as l'air différente aujourd'hui. » Différente comment? Plus alerte. C'est bien, très bien. Mais son ton disait le contraire. Il a sorti les courses. Du lait, du pain, des légumes et une nouvelle boîte de pilules. « Tiens, j'ai renouvelé ta prescription. Le médecin dit qu'il faut augmenter la dose. Pour ta mémoire. » « Quelle prescription, Théo? Je n'ai jamais demandé de prescription. » Il a souri. Ce sourire patient qu'on réserve aux enfants ou aux personnes diminuées. « Maman, on en a parlé la semaine dernière. Tu ne t'en souviens pas? C'est justement pour ça que tu as besoin de ces pilules. » J'ai pris la boîte. J'ai hoché la tête. « Oui, pardon. J'avais oublié. » Il a semblé soulagé. Après son départ, j'ai examiné la boîte. Le nom du médicament. Risperidone. J'ai allumé mon vieil ordinateur. Celui que Philippe m'avait offert et que j'utilisais si peu. J'ai cherché ce nom sur Internet. Risperidone, neuroleptique utilisé dans le traitement des troubles psychotiques, schizophrénie, troubles bipolaires sévères. Mon sang s'est glacé. Mon fils me donnait des médicaments pour psychotiques. J'ai continué à lire. Les effets secondaires, confusion mentale, troubles de la mémoire, désorientation, somnolence excessive. Exactement ce que j'avais ressenti pendant des mois. Il ne me protégeait pas. Il me détruisait, petit à petit, méthodiquement. Mais pourquoi? J'ai passé la nuit à chercher des réponses. Dans mes papiers, dans mes souvenirs, dans les tiroirs de cette maison que je connaissais si mal. Et j'ai trouvé quelque chose. Dans un placard de l'entrée, caché sous de vieilles couvertures, un dossier. Un dossier avec mon nom dessus. À l'intérieur, des documents que je n'avais jamais vus. Un contrat de vente de mon appartement de Neuilly. 450 000 €, comme je le savais. Mais la destination de l'argent, ce n'était pas un compte d'épargne à mon nom. C'était un compte joint, Théo Perrault et Anaïs Perrault, avec une procuration, signée par moi. Je ne me souvenais pas d'avoir signé cette procuration. Mais peut-être que je l'avais fait. Peut-être que j'avais vraiment oublié. Non, non, Anaïs. Réfléchis. J'ai regardé la signature, ma signature. Mais elle était tremblante, maladroite. Ce n'était pas mon écriture habituelle. J'ai fouillé davantage. Un autre document. Une demande de tutelle judiciaire, déposée par Théo Perrault pour sa mère, Anaïs Perrault, en raison de troubles cognitifs majeurs et perte d'autonomie. La date. 2 mois après mon installation dans cette maison. Il avait déjà commencé. Avant même que je sois malade, il préparait ma mise sous tutelle. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber les papiers. J'ai continué à chercher, frénétiquement, et j'ai trouvé le pire. Une correspondance avec un avocat. Maître Blanchard, suite à notre entretien du 12 avril, je confirme mon souhait d'accélérer la procédure. Ma mère présente des signes inquiétants de démence sénile. Elle oublie nos conversations,
répète les mêmes questions, semble désorienté dans le temps. Le psychiatre que j'ai consulté recommande une hospitalisation préventive, mais ma mère refuse tout traitement. Je crains pour sa sécurité. Pouvez-vous me confirmer les démarches nécessaires pour obtenir une hospitalisation sous contrainte et la mise sous tutelle complète de ses biens? Cordialement, Théo Perrault. La date de cette lettre, 6 mois avant la mort de Philippe. 6 mois avant. Mon fils planifiait tout ça depuis des années, pendant que je pleurais mon mari, pendant que je m'accrochais à lui comme à ma seule famille. Il préparait ma destruction. J'ai vomi. Là, dans le placard, au milieu de ces papiers qui racontaient ma propre fin programmée, j'ai vomi de dégoût et de terreur. Quand je me suis relevée, j'ai compris quelque chose. Cette maison n'était pas un cadeau. C'était une prison construite spécialement pour moi. Isolée, loin de mes anciens voisins, loin de mes amis, loin de tout témoin. Ici, personne ne me connaissait. Personne ne remarquerait si je devenais folle. Personne ne s'étonnerait si un jour une ambulance venait me chercher. Et mes 450 000 euros? Disparus. Gérés par Théo. Investis dans quoi? Je ne savais même pas. Probablement dans cette maison, dans sa propre vie, dans ses projets, mon appartement, mon héritage, ma vie. Tout avait été planifié. J'ai passé des jours à réfléchir. Que faire? Aller à la police? Avec quoi? Des lettres trouvées dans un placard? Un fils trop prévenant? Des pilules que j'avais prises volontairement? Ils penseraient que j'étais paranoïaque. Que j'étais exactement ce que Théo disait. Une vieille femme confuse qui accusait son fils dévoué. Appeler une amie, mais je n'en avais plus. Depuis la mort de Philippe, je m'étais isolée. Et depuis mon arrivée ici, Théo avait pris soin de me couper de tout le monde. « Maman, repose-toi, ne te fatigue pas avec des sorties. Je m'occupe de tout. » J'étais seule, complètement seule. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai continué à jouer le jeu. J'ai repris les pilules. Mais je ne les avalais plus. Je les cachais sous ma langue et je les recrachais dès que Théo partait. Je faisais semblant d'oublier des choses, de me tromper de jour, de poser 2 fois la même question. Je jouais la vieille femme fragile qu'il voulait que je sois. Parce que je savais une chose. Tant qu'il me croyait sous contrôle, il ne m'enfermerait pas encore. J'avais besoin de temps. Temps pour réfléchir. Temps pour trouver une sortie. Temps pour comprendre jusqu'où il était prêt à aller. Et puis, un matin, j'ai décidé de rénover la cuisine. Pas pour embellir cette maison que je détestais, mais parce que j'avais besoin de casser quelque chose, de détruire un mur, de voir ce qu'il y avait derrière. Peut-être que je cherchais inconsciemment la vérité, ou peut-être que la vérité me cherchait. La vérité finit toujours par sortir, même quand elle est enfermée dans les murs. Parfois, on survit en faisant semblant de mourir. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je me réveillais dans cette maison en sachant que mon propre fils voulait m'effacer. Pas me tuer. Non, c'était pire que ça. Il voulait me faire disparaître de l'intérieur, me transformer en coquille vide, en fantôme légal. Une vieille folle qu'on pouvait enfermer sans que personne ne pose de questions. Alors j'ai joué mon rôle. Quand Théo appelait, je bafouillais un peu. Je cherchais mes mots. Je demandais « Pardon, tu m'as déjà dit ça ?»« Oui, maman. Hier. Tu ne t'en souviens pas ?»« Ah, non. Excuse-moi. » J'entendais sa satisfaction dans sa voix. Cette petite note de victoire. Elle perd la tête. Enfin, le dimanche, quand il venait déjeuner, je mettais la table de travers. Une fourchette à la place du couteau. Un verre d'eau renversé, accidentellement. « Maman, fais attention. »« Oh, pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. C'est normal. À ton âge, le cerveau ?» Il ne finissait jamais sa phrase, mais je comprenais. À ton âge, le cerveau se détériore. J'avais 63 ans, pas 90. Mais pour lui, j'étais déjà fini. Un soir, il m'a apporté un nouveau document à signer. « Maman, c'est juste une formalité. Pour la gestion de tes comptes, ça simplifiera tout. » J'ai regardé le papier. C'était une procuration élargie, totale, sur tous mes biens. « Théo, je ne sais pas si... »« Maman, tu me fais confiance, non ?» Ses yeux me fixaient avec une intensité troublante. « Dis oui et tout sera simple. »« Oui, bien sûr. »« Alors, signe. » J'ai signé, mais pas avec mon écriture habituelle. J'ai fait exprès de trembler, d'hésiter, de rendre la signature presque illisible. Si un jour je devais prouver que j'étais manipulée, cette signature serait ma preuve. Il a pris le document. Il a souri. « Merci, maman. Tu verras, tu n'auras plus à te soucier de rien. » C'est exactement ce qui me faisait peur. Les jours passaient. Je continuais à vivre dans cette maison comme une prisonnière invisible. Mais je n'étais pas inactive.
Chaque fois que Théo partait, je fouillais, partout, dans les placards, sous les lits, derrière les meubles, et j'ai trouvé d'autres choses, des reçus, des factures, des relevés bancaires cachés dans une boîte à chaussures au fond du garage. Mon argent, mes 450 000 €, avait été utilisé pour acheter cette maison, 50 000 € pour rembourser les dettes de Théo, 120 000 € pour investir dans une société immobilière dont il était actionnaire, 200 000 €. Il ne restait presque rien, et le peu qui restait était bloqué sur un compte que je ne pouvais plus toucher. Mon fils m'avait ruiné, et il voulait maintenant me faire enfermer pour que je ne puisse jamais réclamer quoi que ce soit. Un matin, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. « Madame Perrault ? Oui, je suis Maître Renaud, avocat. Votre fils m'a contacté pour établir un dossier de mise sous tutelle renforcée. J'aurais besoin de vous rencontrer pour évaluer votre situation. » Mon cœur s'est arrêté. Ma situation ? Oui. Votre état de santé mentale. C'est une procédure standard. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas. Pardon ? Je ne veux pas de mise sous tutelle. Je vais très bien. Il y a eu un silence. Madame Perrault, votre fils est très préoccupé. Il dit que vous refusez les soins, que vous êtes dans le déni. C'est un signe classique de... De quoi ? De folie ? Je n'ai pas dit ça. Mais légalement, si un proche estime qu'une personne est en danger, je ne suis en danger de personne, sauf de mon fils. Un autre silence, plus long. Madame, je vous conseille vivement de coopérer. Sinon, une expertise psychiatrique pourrait être ordonnée par le juge, et dans ce cas, vous n'aurez plus le choix. Il a raccroché. J'ai compris que le piège se refermait. Théo accélérait. Pourquoi maintenant ? J'ai réfléchi. Et puis j'ai compris. Mon anniversaire. Dans 2 mois, j'allais avoir 64 ans. Et à cet âge-là, selon la loi française, une mise sous tutelle devenait beaucoup plus facile à obtenir pour un proche aidant. Il attendait cette date. Il avait tout planifié. Depuis des années. J'étais terrifiée. Mais j'étais aussi en colère. Une colère froide, lucide. Non, Théo, tu ne m'auras pas. C'est là que j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas fuir. Pas encore. Je n'avais ni argent, ni endroit où aller. Mais je pouvais chercher des preuves solides, indiscutables. Quelque chose qui montrerait à un juge, à un avocat, à n'importe qui, que mon fils n'était pas un aidant dévoué, mais un manipulateur, un voleur, un monstre. Alors j'ai commencé à noter. Chaque conversation, chaque visite, chaque pilule qu'il m'apportait. J'ai acheté un petit carnet, avec les quelques euros que j'avais cachés dans mon sac, et j'ai tout écrit. 12 octobre. Théo m'apporte de nouvelles pilules. Dit que c'est le médecin qui a prescrit. Je n'ai jamais vu ce médecin. 15 octobre. Théo me demande de signer un document. Je fais semblant de ne pas comprendre. Il insiste. Je signe. Signature volontairement tremblée. 20 octobre. Appel de Maître Renaud. Menace de tutelle. Théo a tout organisé sans me prévenir. J'ai caché ce carnet dans un endroit que personne ne penserait jamais à chercher. Dans la doublure de mon vieux manteau d'hiver, celui que je ne portais plus depuis des années. Et puis, j'ai continué à jouer la vieille femme confuse. Mais à l'intérieur, j'étais lucide, froide, déterminée. Un soir, Théo est venu dîner. Il avait apporté une bouteille de vin. Pour fêter quoi ? J'ai demandé. Rien de spécial, maman. Juste passer du temps ensemble. Il a rempli mon verre, généreusement. J'ai bu une gorgée. Une seule. Il m'observait. Tu devrais boire plus, maman. Ça te détendra. Je suis assez détendue, merci. Il a froncé les sourcils. À peine. Mais je l'ai vu. Plus tard dans la soirée, après son départ, j'ai regardé la bouteille. Il en restait la moitié. J'ai versé un peu de vin dans un verre. Je l'ai senti. Une odeur étrange, amère. J'ai tout jeté dans l'évier. Le lendemain, j'ai eu des vertiges toute la journée. Alors que je n'avais bu qu'une seule gorgée, il avait mis quelque chose dans le vin. J'en étais certaine. C'était à ce moment-là que j'ai compris. Je n'avais plus beaucoup de temps. Théo perdait patience. Il voulait en finir. Alors j'ai pris une décision radicale. J'ai appelé un artisan pour rénover la cuisine. Pas n'importe quel artisan, quelqu'un que je ne connaissais pas, quelqu'un que Théo ne pourrait pas contrôler. J'ai trouvé son nom dans un vieux journal local. Garnier, maçonnerie et rénovation. Quand je l'ai appelé, ma voix tremblait. « Monsieur Garnier, j'aimerais faire quelques travaux. »« Quel genre de travaux, madame ?»« Abattre un mur, dans la cuisine. » Il est venu 3 jours plus tard. Un homme simple, honnête, avec des mains abîmées par le travail et des yeux qui ne mentaient pas. « Ce mur-là » il a demandé. « Oui, celui-là. » Je ne savais pas pourquoi j'avais choisi ce mur. Peut-être parce qu'il était vieux,
laide, oppressant. Ou peut-être parce qu'inconsciemment, je savais que derrière ce mur, il y avait la vérité. Le matin où Monsieur Garnier a commencé à casser, j'étais dans le salon. J'entendais les coups de marteau, réguliers, rassurants, le bruit de la destruction, le bruit de la libération, et puis le silence, ce silence terrible. Quand je suis entrée dans la cuisine et que j'ai vu son visage blanc comme un linge, quand j'ai vu cette boîte métallique sortie du mur, j'ai compris que ma vie venait de basculer. Encore une fois, mais cette fois, j'avais la preuve. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans votre propre vie? Racontez-moi. Il y a des moments dans une vie où tout ce qu'on croyait vrai s'effondre. Et on reste là, debout, au milieu des ruines, à essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Monsieur Garnier n'a pas bougé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Il regardait cette boîte métallique comme si c'était une bombe. Et d'une certaine manière, c'en était une. « Madame », sa voix était rauque. « Madame, vous devez voir ça. » J'ai pris la boîte. Elle était lourde, froide, couverte de poussière et de fragments de plâtre. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la laisser tomber. « Ouvrez-la », a-t-il murmuré. J'ai arraché le scotch marron. Le couvercle a cédé avec un petit clic métallique. À l'intérieur, des papiers, des dizaines de papiers. J'ai commencé à lire. Le premier document était un certificat médical, daté d'il y a 2 ans, signé par un certain docteur Lemoine. Madame Anaïs Perrault présente des troubles cognitifs sévères compatibles avec une démence débutante, perte de mémoire à court terme, désorientation temporo-spatiale, confusion mentale, recommandations, suivi psychiatrique rapproché et évaluation pour placement en structure adaptée. Je ne connaissais aucun docteur Lemoine. Je n'avais jamais consulté ce médecin. Pourtant, ce certificat portait ma date de naissance, mon adresse, ma sécurité sociale, et une signature que je ne reconnaissais pas comme la mienne. « C'est un faux », ai-je murmuré. Monsieur Garnier s'est approché. Il a regardé le document par-dessus mon épaule. « Madame, il y en a d'autres. » J'ai continué à fouiller. Un deuxième certificat médical. Même médecin. 6 mois plus tard. Aggravation de l'état de Madame Perrault. Épisode délirant. Agressivité verbale. Refus de soins. Dangerosité pour elle-même. Hospitalisation d'office recommandée. Hospitalisation d'office. Ces mots m'ont glacé le sang. C'était ça. C'était le plan. Me faire enfermer de force, dans un hôpital psychiatrique, sans mon consentement. Et une fois là-bas, qui me croirait? Une vieille femme qui hurle qu'elle n'est pas folle, que son fils la manipule, que tout est un complot. Personne ne me croirait. J'ai continué à lire, les larmes coulant maintenant librement sur mes joues. Une procuration notariée, authentifiée, avec le sceau officiel d'un notaire parisien. Madame Anaïs Perrault, en pleine capacité de ses moyens, mention barrée et remplacée par « sous curatelle renforcée en raison de troubles mentaux », donne procuration totale et irrévocable à son fils, Monsieur Théo Perrault, pour la gestion de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles. Irrévocable. Il avait tout prévu, même si je reprenais mes esprits, même si je prouvais que j'étais saine d'esprit. Cette procuration resterait valide, parce qu'elle était irrévocable. Mon Dieu, la voix de Monsieur Garnier tremblait. « Madame, votre fils, il préparait à m'effacer. » Oui, j'ai pris le document suivant. Une demande d'admission, dans un établissement psychiatrique privé, le domaine des Cèdres, quelque part en Normandie. Demande d'admission en urgence pour Madame Anaïs Perrault, 63 ans, troubles psychiatriques graves, dangerosité confirmée par expertise médicale, prise en charge longue durée, chambre sécurisée, régime fermé. La date de cette demande, dans 3 semaines. 3 semaines. Dans 3 semaines, Théo comptait me faire enfermer. Madame, Monsieur Garnier a posé une main tremblante sur mon épaule. Madame, il faut appeler la police. Tout de suite. Non. Comment ça, non? Ce sont des faux. C'est une tentative d'escroquerie, d'enlèvement. Monsieur Garnier, vous ne comprenez pas. J'ai levé les yeux vers lui. Ses yeux étaient remplis de compassion et de colère. Si j'appelle la police maintenant, Théo dira que je suis paranoïaque, que je délire, que je cache des documents dans les murs et que j'invente des complots. Mais ces papiers sont cachés dans ma maison. Une maison que mon fils m'a offerte. Qui prouve qu'il les a mis là? Pas moi. Peut-être que c'est moi qui les ai cachés. Dans un moment de confusion, c'est ce qu'il dira. Monsieur Garnier a secoué la tête, incrédule. Mais c'est de la folie. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que ça pourrait marcher. Je me suis assise sur une chaise de cuisine. Mes jambes ne me portaient plus.
J'ai continué à fouiller dans la boîte. Il y avait autre chose. Des photos de moi, prises à mon insu. Moi, dans le jardin, en robe de chambre, les cheveux en bataille, l'air hagard. Moi, dans la rue, parlant toute seule. En réalité, je récitais ma liste de courses, mais sur la photo, on aurait dit que je délirais. Moi, à la fenêtre, le regard vide. Ces photos avaient été prises pour accompagner le dossier médical, pour prouver que j'étais folle. Il m'a observée. Pendant des mois, il m'a photographiée. Il a attendu les bons moments. Les moments où j'avais l'air vulnérable, a terminé Monsieur Garnier. Oui, j'ai posé les photos. Je ne pouvais plus les regarder. Au fond de la boîte, il restait un dernier document. Une lettre, manuscrite, de l'écriture de Théo. Maman, si tu lis cette lettre, c'est que tu as trouvé la boîte. Je ne pensais pas que ça arriverait. Mais au cas où, je veux que tu saches que je ne te déteste pas. Je ne t'ai jamais détesté. Mais tu possèdes quelque chose dont j'ai besoin. Cette maison, cet argent, cette vie que papa t'a laissée et que tu ne mérites pas. Papa t'aimait plus que moi. Toujours. Toute ma vie, j'ai été le second. Après toi. Après ton bonheur. Après tes désirs. Maintenant, c'est mon tour. Tu vas partir. Pas mourir. Juste disparaître. Dans un endroit propre, sécurisé, où on s'occupera de toi. Où tu seras nourri, lavé, calmé. Et moi, je pourrai enfin vivre. Avec ton argent. Dans ta maison. Avec la vie que j'aurais dû avoir depuis le début. Ne m'en veux pas, maman. C'est la vie. Les faibles s'effacent. Les forts survivent. Et je suis fort. Théo. J'ai lu cette lettre 3 fois. Chaque mot était un coup de couteau. Monsieur Garnier a détourné le regard. Je crois qu'il pleurait. Madame, je suis tellement désolée. Je n'ai rien dit. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Mon fils, celui que j'avais porté, nourri, aimé pendant 40 ans, me haïssait. Pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'étais. Une mère, une femme, un obstacle. Madame, Monsieur Garnier s'est agenouillé devant moi. Madame, écoutez-moi, vous devez partir. Maintenant, aujourd'hui. Prenez ces documents et allez voir un avocat. Un vrai avocat. Quelqu'un qui n'est pas dans la poche de votre fils. Je n'ai pas d'argent. Je vous en prêterai. Je n'ai nulle part où aller. Vous irez chez ma sœur, à Toulouse. Elle vous accueillera le temps que vous vous organisiez. Mais Théo ne saura rien. J'ai regardé cet homme, cet étranger qui, en 1 heure, était devenu mon seul allié. Pourquoi vous faites ça? Il a baissé les yeux. Parce que ma mère est morte il y a 5 ans. Dans un hôpital psychiatrique. Elle criait qu'elle n'était pas folle, que mon frère l'avait fait enfermer pour son héritage. Personne ne l'a cru. Un silence. Elle avait raison? Oui, elle avait raison. Mais on l'a découvert trop tard, 3 mois après sa mort. Il a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Je ne laisserai pas ça arriver à une autre mère. Pas si je peux l'empêcher. J'ai pleuré, longuement. Puis je me suis levée. D'accord, je pars, mais je ne pars pas en fuyant. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je vais prendre ces documents, je vais les montrer à un juge, et je vais faire payer mon fils. Monsieur Garnier a souri. Un sourire triste, mais fier. Alors, on a du travail. Nous avons passé les 2 heures suivantes à tout photographier. Chaque document, chaque certificat, chaque photo, la lettre. Monsieur Garnier a tout envoyé sur une clé USB, puis sur un cloud sécurisé. Comme ça, même s'il trouve les originaux, on aura les preuves. J'ai remis les documents dans la boîte, et j'ai caché la boîte dans mon sac. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous faites votre sac, vous prenez le strict nécessaire, et vous partez avec moi, maintenant, avant qu'il arrive. Il vient déjeuner dimanche, c'est dans 2 jours. Parfait, vous serez déjà loin. J'ai regardé cette cuisine, ce mur détruit, cette maison qui devait être mon refuge et qui n'avait été qu'une prison. Monsieur Garnier, appelez-moi Robert. Robert, est-ce que vous croyez en Dieu? Il a réfléchi. Je crois en la justice. Moi aussi. J'ai pris mon sac, mon vieux manteau avec le carnet caché dans la doublure, mes papiers d'identité, et la boîte, et je suis parti, sans me retourner. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Partir, ce n'est pas fuir, c'est choisir de survivre. Le trajet jusqu'à Toulouse a duré 8 heures. 8 heures pendant lesquelles je n'ai presque pas parlé. Robert conduisait en silence, jetant de temps en temps un regard inquiet dans ma direction. J'avais la boîte métallique sur mes genoux, mes mains agrippées au couvercle comme si c'était la dernière chose qui me reliait à la réalité. Dehors, le paysage défilait. Des champs, des villages, des vies normales, des gens qui rentraient chez eux, qui embrassèrent leurs enfants, qui faisaient confiance. Moi,
Je fuyais mon fils. Madame Perrault, vous devriez essayer de dormir. Je ne peux pas. Vous êtes en sécurité maintenant. Je ne serai en sécurité que quand Théo sera devant un juge. Robert a hoché la tête. Ma sœur s'appelle Claire. Elle vit seule depuis son divorce. Elle sera heureuse de vous accueillir. Je ne veux pas être un fardeau. Vous n'en êtes pas un. Croyez-moi. Nous sommes arrivés à Toulouse en fin de soirée. Claire habitait un petit appartement dans le quartier des Minimes. 2e étage. Une porte bleue. Des géraniums sur le balcon. Elle nous attendait. Quand elle a ouvert la porte, j'ai vu une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts, regard bienveillant. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a juste serré dans ses bras. « Bienvenue, madame. Vous êtes chez vous ?» J'ai pleuré. Encore. Cette nuit-là, allongée dans le lit d'amis de Claire, je n'ai pas fermé l'œil. Je pensais à Théo. Dimanche, il viendrait déjeuner. Il trouverait la maison vide, le mur cassé, la cuisine en chantier. Et moi, disparu. Que ferait-il? Appellerait-il la police? Dirait-il que j'avais fugué, que j'étais confuse, dangereuse, ou comprendrait-il que j'avais trouvé la boîte? J'ai regardé mon téléphone. 17 appels manqués de Théo depuis ce matin. Je n'avais répondu à aucun. Il avait laissé des messages. J'ai écouté le premier. « Maman, c'est moi. Pourquoi tu ne réponds pas? Je m'inquiète. Rappelle-moi. » Voix douce, inquiète, parfaite. Le 2e message, 3 heures plus tard. « Maman, sérieusement, ça commence à m'angoisser. Où es-tu? S'il te plaît, réponds. » Le 3e, envoyé il y a 1 heure. « Maman, je viens de passer à la maison. Tu n'es pas là. Il y a des travaux dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi immédiatement. » Sa voix avait changé, plus sèche, plus froide. Il savait. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, Claire m'a préparé un café. « Vous avez dormi? » « Non. » Robert m'a tout raconté. « Ce que votre fils a fait, c'est monstrueux. C'est mon fils. » « Non, un fils ne fait pas ça. » Elle avait raison. Mais c'était difficile à accepter. « Claire, je dois voir un avocat, le plus vite possible. Robert a déjà pris rendez-vous pour vous. Cet après-midi, 15 heures, Maître Fontaine. Une avocate spécialisée en droit des personnes vulnérables. Je ne suis pas vulnérable. » Claire m'a regardé avec douceur. « Madame Perrault, vous avez 63 ans. Vous avez été droguée, manipulée, dépouillée de vos biens. Aux yeux de la loi, vous êtes vulnérable. Et c'est ce qui va vous protéger. » J'ai compris. Pendant des mois, Théo avait essayé de me faire passer pour faible. Maintenant, cette faiblesse supposée allait devenir mon arme. À 15 heures, j'étais dans le cabinet de Maître Fontaine. Une femme d'une 40aine d'années, élégante, regard acéré. Elle m'a écouté pendant 2 heures, sans m'interrompre. J'ai tout raconté. Depuis le début, la mort de Philippe, l'installation dans la maison, les pilules, les documents falsifiés, la boîte dans le mur. À la fin, j'ai posé la boîte sur son bureau. Voilà, toutes les preuves sont là. Elle a ouvert la boîte. Elle a examiné chaque document, lentement, méthodiquement. Puis, elle a levé les yeux vers moi. « Madame Perrault, ce que votre fils a fait est un délit pénal. Escroquerie, abus de faiblesse, faux et usage de faux. Séquestration morale. Séquestration morale? Oui, vous gardez isolé, sous contrôle, dans le but de vous priver de liberté. C'est punissable. Combien de temps il risque? Plusieurs années de prison. Et une interdiction définitive de gérer les biens d'autrui. » Un silence. « Madame Perrault, êtes-vous certaine de vouloir poursuivre? C'est votre fils. » « Justement, c'est mon fils, et il voulait me détruire. » Elle a hoché la tête. « Alors, on va se battre. » Les jours suivants ont été un tourbillon. Maître Fontaine a déposé une plainte au pénal. Abus de faiblesse, escroquerie, faux en écriture. Elle a également demandé une ordonnance de protection pour m'interdire tout contact avec Théo. Et elle a saisi le juge des tutelles pour faire annuler toutes les procurations signées sous contrainte. Théo a été convoqué. Il a nié, évidemment. Ma mère est confuse. Elle invente des choses. Je n'ai fait que l'aider. Mais les preuves étaient là. Les faux certificats médicaux, la lettre manuscrite, les photos prises à mon insu, les relevés bancaires prouvant le détournement de fonds. Le docteur Lemoine, celui qui avait soi-disant signé les certificats, a été interrogé. Il a déclaré n'avoir jamais rencontré Anaïs Perrault et que sa signature avait été falsifiée. Théo s'est enfoncé. Il a changé de version. Il a dit qu'il avait peut-être exagéré mon état de santé, mais que c'était pour mon bien. Maître Fontaine l'a démonté pièce par pièce. Pour son bien, vous avez drogué votre mère avec des neuroleptiques sans prescription médicale. Vous avez détourné 450 000 €.
Vous aviez prévu de la faire interner de force dans 3 semaines. En quoi est-ce pour son bien? Théo n'a pas répondu. Le juge a ordonné une expertise psychiatrique. Pour moi. Pour prouver que j'étais saine d'esprit. J'ai passé des tests, des entretiens, des évaluations. Et le verdict est tombé. Madame Anaïs Perrault ne présente aucun trouble cognitif, aucune pathologie psychiatrique. Elle est en pleine possession de ses facultés mentales. J'ai pleuré en lisant ce rapport. Pas de tristesse, de soulagement. J'avais gagné. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Je n'y suis pas allée. Maître Fontaine m'a représenté. Théo a été condamné. 3 ans de prison ferme. Interdiction de me contacter pendant 10 ans. Obligation de me rembourser intégralement les 450 000 €. Il a fait appel. Il a perdu. Aujourd'hui, il est en prison. Et moi, je suis libre. Mais la liberté a un goût étrange quand elle vient après la trahison. Quelques semaines après le jugement, j'ai reçu une lettre de Théo. Je l'ai presque jetée sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a retenu. J'ai décacheté l'enveloppe. Maman, je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi, et je le comprends. Mais je voulais te dire quelque chose. Je regrette, pas d'avoir été pris, mais d'avoir fait ça. Je ne sais pas quand j'ai commencé à te haïr. Peut-être que je ne t'ai jamais vraiment haï. Peut-être que j'étais juste jaloux. Jaloux de l'amour que papa te portait. Jaloux de ta vie, de ton bonheur. J'ai cru que prendre ce qui était à toi me rendrait heureux. Mais maintenant, je suis en prison, seul, détesté. Et toi, tu es libre. La vie a fait son travail. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que c'est impossible, mais je voulais que tu saches que je regrette. Vraiment, Théo. J'ai lu cette lettre une seule fois, puis je l'ai brûlée, parce que les regrets ne changent rien. Les actes parlent plus fort que les mots, et ces actes ont détruit quelque chose en moi que je ne retrouverai jamais. La confiance. Quelques mois plus tard, j'ai appris que Théo avait perdu son travail, sa réputation, ses amis. Personne ne voulait plus lui parler, personne ne lui faisait confiance. Il était devenu ce qu'il avait voulu faire de moi, un fantôme. Et moi, j'ai quitté cette maison maudite. Je l'ai vendue. Avec l'argent récupéré et celui que Théo a dû me rembourser, j'ai acheté un petit appartement à Toulouse, près de Claire, près de Robert, près de personnes qui m'ont sauvé sans me connaître. Je vis simplement maintenant. Je me promène, je lis, je prends des cafés sur la terrasse et parfois, je pense à Théo. Pas avec haine, avec tristesse. Parce que j'ai perdu mon fils bien avant qu'il n'essaie de me perdre. Et ça, c'est la vraie tragédie. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Théo voulait m'enfermer. Aujourd'hui, c'est lui qui est derrière les barreaux. On croit que la justice, c'est le verdict. Mais la vraie justice, c'est ce qui vient après. Les premiers mois à Toulouse ont été étranges. J'étais libre, légalement, officiellement. Mais à l'intérieur, j'étais encore prisonnière. Prisonnière de la peur, du doute, de cette voix qui me disait « Et si Théo avait raison? Et si tu étais vraiment fragile? Faible? Incapable ?» Claire l'a vu tout de suite. Un matin, elle est entrée dans ma chambre avec un café et s'est assise au bord du lit. « Anaïs, il faut qu'on parle. »« De quoi? »« De vous. Vous êtes ici depuis 3 mois. Vous avez gagné votre procès. Votre fils est en prison. Vous avez récupéré votre argent. Mais vous ne vivez pas. Vous survivez. » Elle avait raison. Je passais mes journées enfermée dans cet appartement. Je lisais sans lire. Je regardais par la fenêtre sans voir. J'avais peur de sortir, peur de croiser quelqu'un qui me demanderait « Alors, vous avez des enfants ?» Qu'est-ce que je répondrais? « Oui, j'ai un fils. Il a essayé de me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique pour voler mon argent. Maintenant, il est en prison. » Non, c'était trop lourd, trop honteux. Alors je restais seule. Anaïs, Claire a pris ma main. Vous avez survécu à quelque chose de terrible. Mais survivre, ce n'est pas suffisant. Il faut recommencer à vivre. Je ne sais pas comment. On va apprendre, ensemble. Le lendemain, Claire m'a emmenée au marché. Je ne veux pas... Vous n'avez pas le choix. Nous avons marché entre les étals, les tomates, les fromages, les fleurs. Des gens parlaient, riaient, vivaient. Et moi, je les regardais comme une étrangère. Claire a acheté des légumes, du pain, des fraises. Vous allez m'aider à cuisiner ce soir. Je ne cuisine plus depuis... Justement, il est temps de recommencer. Ce soir-là, nous avons préparé une ratatouille. Mes mains tremblaient en coupant les courgettes. J'avais peur de me tromper, de tout gâcher. Anaïs, ce n'est qu'un légume, pas un examen. J'ai ri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. Claire a souri. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Petit à petit, j'ai recommencé à faire des choses, des petites choses.
Aller acheter le pain le matin, prendre un café en terrasse, saluer la voisine. Des gestes simples, normaux. Mais pour moi, c'était comme réapprendre à marcher. Un jour, Claire m'a proposé quelque chose. « Anaïs, je fais du bénévolat dans une association. On aide des femmes victimes de violences. Vous voulez venir avec moi? Je ne sais pas si je... » Vous n'êtes pas obligé de parler, juste d'écouter. J'y suis allée. L'association s'appelait Femmes debout. Une petite salle dans le centre-ville, des chaises en cercle, du café, des biscuits et des femmes de tous âges, de toutes origines. Certaines avaient été battues, d'autres manipulées, volées, humiliées. Elles racontaient leurs histoires, sans honte, sans peur, avec dignité. Je les ai écoutées pendant des semaines, sans parler. Et puis, un jour, j'ai pris la parole. Je m'appelle Anaïs, j'ai 64 ans, et mon fils a essayé de me faire interner pour me voler. Le silence. Puis une femme, elle devait avoir mon âge, s'est levée et m'a serré dans ses bras. Moi, c'est mon mari qui a fait ça. Une autre a dit, moi, c'est mon frère. Une autre encore, moi, c'est ma fille. Nous étions toutes des mères, des femmes, des victimes, mais nous étions aussi des survivantes. À partir de ce jour, j'ai commencé à parler. De Théo, de Philippe, de cette maison maudite, du mur, de la boîte. Et chaque fois que je racontais mon histoire, je me sentais un peu plus légère, comme si les mots emportaient une partie de la douleur. Quelques mois plus tard, Maître Fontaine m'a appelé. « Madame Perrault, j'ai une bonne nouvelle. Votre fils a remboursé la totalité de la somme due, 450 000 €. Le virement a été effectué ce matin. J'ai regardé mon compte bancaire. L'argent était là, tout, jusqu'au dernier centime. Mais cet argent, il n'avait plus le même goût. Ce n'était plus l'héritage de Philippe, ce n'était plus notre vie, c'était le prix de la trahison. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai demandé à Claire. Ce que vous voulez, c'est votre argent. J'ai réfléchi pendant des jours, et puis j'ai pris une décision. J'ai gardé 100 000 € pour vivre, pour me sécuriser. Le reste, je l'ai donné à l'association Femmes debout, pour aider d'autres femmes à se reconstruire, à Robert, pour le remercier. Il a refusé au début, mais j'ai insisté. Vous m'avez sauvé la vie, laissez-moi vous remercier. Il a fini par accepter. Et il a utilisé l'argent pour créer une petite entreprise de rénovation solidaire, pour aider les personnes âgées à rénover leur maison gratuitement. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit « Pour que plus jamais quelqu'un ne trouve une boîte cachée dans un mur ». J'ai aussi donné de l'argent à une fondation qui luttait contre les abus sur personnes vulnérables. Cet argent que Théo avait volé, je l'ai transformé en quelque chose de bon, quelque chose qui aidait, qui soignait, qui protégeait. Et ça m'a libérée. 1 an après le procès, j'ai reçu une visite inattendue. Un homme d'une 50aine d'années, costume gris, attaché case. « Madame Perrault, je suis Maître Arnaud, l'avocat de votre fils. » Mon cœur s'est serré. « Que voulez-vous? Votre fils. Il sort de prison dans 6 mois. Réduction de peine pour bonne conduite. » Je suis restée figée. Il m'a demandé de vous contacter. Il voudrait vous voir. Non, madame, non. Il a changé, vraiment. Il a suivi une thérapie en prison. Il comprend ce qu'il a fait. Il veut s'excuser. Il a déjà envoyé une lettre. Une lettre, ce n'est pas suffisant. Il veut vous parler, face à face. J'ai regardé cet avocat. Dites à mon fils que je ne veux plus jamais le voir. Jamais. Qu'il refasse sa vie. Loin de moi. Madame. Et dites-lui aussi que je ne le déteste pas, mais que je ne peux pas lui pardonner. Certaines choses ne se pardonnent pas. L'avocat a hoché la tête. Je comprends. Il est parti. Et moi, je me suis effondrée. Parce que refuser de voir son fils, même un fils qui a voulu vous détruire, c'est douloureux. Mais c'était nécessaire pour me protéger, pour continuer à avancer. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'étais dans l'ancienne maison, celle de Neuilly, avec Philippe. Nous étions dans le salon. Il lisait. Je cousais. Théo était petit. Il jouait avec ses petites voitures sur le tapis. Tout était paisible. Et puis, dans le rêve, Philippe m'a regardé et m'a dit « Tu as fait ce qu'il fallait, Anaïs. Mais c'est notre fils. » Non, c'était notre fils. Maintenant, c'est un étranger. Et tu as le droit de te protéger. Je me suis réveillée en pleurs. Mais ces pleurs n'étaient plus de douleur. C'étaient des pleurs de libération. Quelques mois plus tard, j'ai appris que Théo était sorti de prison. Il avait quitté Paris. Il vivait maintenant dans le sud, seul. Il avait essayé de reconstruire sa vie. Mais personne ne voulait l'embaucher. Personne ne lui faisait confiance. Son nom était marqué. Pour toujours. Je n'ai pas ressenti de joie en apprenant ça,
ni de tristesse, juste du vide. Théo avait fait ses choix, et maintenant, il en payait le prix. La vie ne pardonne pas, la vie rend. Et moi, j'ai continué à vivre. J'ai acheté un petit chien, un beagle. Je l'ai appelé Oscar. Je me suis inscrite à un cours de peinture. J'ai découvert que j'aimais l'aquarelle. J'ai voyagé, en Italie, en Espagne, des endroits que Philippe et moi avions toujours voulu visiter. J'ai vécu, pour lui, pour moi. Et parfois, quand je regarde en arrière, je me dis que cette épreuve m'a appris quelque chose, que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'on réapprenne à marcher, puis à courir, puis à voler. On dit que le temps guérit tout, mais le temps ne guérit pas, il enseigne. 3 ans ont passé depuis le procès. 3 ans depuis que j'ai quitté cette maison, depuis que j'ai vu la boîte dans le mur, depuis que ma vie a basculé. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. Je vis toujours à Toulouse, dans mon petit appartement avec Oscar qui dort à mes pieds pendant que j'écris ces lignes. Mais quelque chose s'est passé il y a quelques semaines. Quelque chose que je n'attendais pas. Un matin, Claire est venue me voir. Elle avait le visage grave. « Anaïs, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ? » ?»« C'est à propos de Théo. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien, justement. Il est à l'hôpital. Le monde s'est arrêté. Comment ça, à l'hôpital ? Il a fait une tentative de suicide. J'ai dû m'asseoir. Quand ? Il y a 3 jours. Quelqu'un l'a trouvé dans son appartement. Il avait pris des médicaments. Beaucoup de médicaments. Il est vivant. Mais il est dans un état grave. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là. De la peur ? De la tristesse ? De la colère ? Peut-être tout à la fois. L'hôpital a essayé de te contacter, a continué Claire. Mais tu es la seule famille qu'il lui reste. Ils veulent savoir si tu veux le voir. Non. Anaïs, non Claire, je ne peux pas. Il est peut-être en train de mourir. Alors, il mourra. Comme il a voulu me faire mourir. Claire m'a regardé longuement. Tu es sûre que c'est ce que tu veux ? Je n'étais sûre de rien. Pendant des jours, j'ai pensé à Théo, dans un lit d'hôpital, seul, peut-être mourant. Et moi, sa mère, qui refusait de venir. Quel genre de mère fais-tu, Anaïs ? Cette voix de culpabilité qui ne me quittait jamais. Mais une autre voix répondait, quel genre de fils était-il ? J'ai appelé Maître Fontaine. Maître, est-ce que je suis obligée d'aller le voir ? Légalement, je veux dire. Non, Madame Perrault, vous n'avez aucune obligation. L'ordonnance de protection est toujours en vigueur. Vous avez le droit de maintenir la distance. Mais moralement, un silence. Ça, c'est à vous de décider. J'ai raccroché. Et j'ai continué à vivre dans ce doute terrible, jusqu'à ce que je reçoive une lettre, de l'hôpital. Madame Perrault, votre fils, Monsieur Théo Perrault, nous a demandé de vous transmettre ce message. Il souhaiterait vous voir, une dernière fois. Il comprend que vous puissiez refuser, mais il voudrait vous dire quelque chose. Si vous acceptez, merci de nous contacter. Cordialement, service de psychiatrie, hôpital Sainte-Marie, Montpellier. J'ai relu cette lettre 10 fois, une dernière fois. Ces mots me hantaient. Est-ce qu'il allait mourir ? Est-ce qu'il voulait vraiment s'excuser ? Ou est-ce que c'était une nouvelle manipulation ? J'en ai parlé à Claire. Qu'est-ce que je fais ? Ce que ton cœur te dit. Mon cœur ne sait plus. Alors, écoute ta tête. J'ai réfléchi pendant des jours. Et puis, j'ai pris ma décision. J'irai. Pas pour lui. Pour moi. Pour fermer cette porte. Définitivement. Le trajet jusqu'à Montpellier a été long. Robert a insisté pour m'accompagner. Vous n'allez pas affronter ça toute seule. Je lui en ai été reconnaissante. L'hôpital était grand, froid, des couloirs blancs, des néons, une odeur de désinfectant. Une infirmière nous a conduits jusqu'à la chambre de Théo. Il est encore faible. Ne restez pas trop longtemps. J'ai hoché la tête. Devant la porte, j'ai hésité. Robert a posé une main sur mon épaule. Je suis là, juste derrière cette porte. Si vous avez besoin de moi, vous appelez. J'ai respiré profondément. Et j'ai poussé la porte. Théo était allongé dans un lit, pâle, amaigri, des tubes partout. Il avait l'air vieux, plus vieux que moi. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Maman, ce mot que je n'avais pas entendu depuis 3 ans. Bonjour Théo. Ma voix était froide, distante. Il a essayé de se redresser, mais il était trop faible. Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour moi, pour tourner la page. Il a baissé les yeux. Je comprends. Un silence. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Il a respiré difficilement. Je voulais te dire que j'ai tout gâché. Tout. Oui. Je pensais que prendre ton argent,
Ta maison, ta vie, ça me rendrait heureux. Et alors, ça m'a détruit. Il a pleuré, vraiment pleuré. Depuis que je suis sortie de prison, je n'ai plus rien. Pas de travail, pas d'amis, pas de famille. Personne ne veut de moi. Et c'est ce qui arrive quand on trahit. Je sais. Un autre silence. Théo, pourquoi tu as fait ça? Il a levé les yeux vers moi. Parce que j'étais jaloux. Jaloux de papa. Jaloux de l'amour qu'il te portait. Jaloux de tout ce que tu avais. Mais j'étais ta mère. Je t'aimais. Je sais. Mais ça ne suffisait pas. Pourquoi? Parce que je voulais être le premier. Toujours. Et je ne l'ai jamais été. J'ai compris à ce moment-là. Théo n'était pas un monstre. C'était un enfant blessé, qui avait grandi dans la jalousie et la rancœur, et qui avait transformé cette douleur en destruction. Tu aurais pu parler, Théo. Tu aurais pu dire ce que tu ressentais. Je ne savais pas comment. Alors, tu as choisi de me détruire. Oui. Et maintenant, je n'ai plus rien. Et je ne veux plus vivre. Mon cœur s'est serré. Théo. Non, maman. Écoute-moi. S'il te plaît. Il a pris une respiration tremblante. J'ai essayé de me tuer. Parce que je ne supportais plus de vivre avec ce que j'ai fait, avec ce que je suis devenu. Mais tu es vivant. Oui, malheureusement. Non, pas malheureusement. Tu es vivant parce que tu as une chance de changer, de réparer. Pas avec moi, mais avec toi-même. Il m'a regardé, incrédule. Comment tu peux dire ça, après tout ce que je t'ai fait? Parce que je ne veux pas que ma vie soit définie par ta haine, ni que ta vie soit définie par ta culpabilité. Mais je mérite de souffrir. Peut-être, mais souffrir ne suffit pas. Il faut apprendre, changer, devenir quelqu'un de meilleur. Théo a pleuré longtemps. Et moi, je suis restée là, assise, silencieuse, pas pour le consoler, mais pour témoigner de sa douleur, de ses regrets, de son échec. Après un long moment, il a murmuré « Est-ce que tu pourrais un jour me pardonner ?» J'ai réfléchi. « Non, Théo, je ne peux pas. » Il a fermé les yeux. Mais j'ai continué. Je peux te souhaiter de trouver la paix et de devenir un homme qui mérite le pardon, même si ce n'est pas le mien. Il a hoché la tête. Merci. Je me suis levé. Adieu Théo. Adieu maman. Je suis sortie de cette chambre. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre, vraiment libre, parce que j'avais coupé le dernier fil qui me reliait à lui, non pas avec haine, mais avec lucidité. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que Théo était sorti de l'hôpital. Il avait commencé une thérapie. Il travaillait dans une petite association qui aidait les personnes en réinsertion. Il vivait modestement, seul, mais il vivait. Et moi, j'ai continué ma vie, sans lui, mais sans rancœur non plus. Parce que la vraie justice, ce n'est pas la vengeance, c'est la compréhension et la liberté de choisir sa propre paix. Elle m'avait traité de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide chez mon fils, dans un hôpital psychiatrique. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Au bout du chemin, il n'y a ni vengeance, ni pardon. Il y a juste la sagesse et la paix. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. 7 années se sont écoulées depuis ce matin où M. Garnier a cassé ce mur et découvert la vérité cachée derrière le plâtre. 7 années depuis que ma vie a basculé. Et quand je regarde en arrière, je ne reconnais plus la femme que j'étais. Cette femme fragile, manipulée, droguée, qui doutait d'elle-même à chaque instant. Elle n'existe plus. À sa place, il y a moi, Anaïs, 71 ans, vivante, debout. Ce matin, je me suis réveillée dans mon appartement de Toulouse. Le soleil entrait par la fenêtre. Oscar dormait au pied de mon lit. J'ai préparé mon café, lentement, en savourant chaque geste. J'ai ouvert la fenêtre. L'air était doux. Une légère brise. Le bruit des oiseaux. Des choses simples. Mais c'est justement ça, le bonheur. Les choses simples. Quand on a failli tout perdre, on apprend à apprécier ce qu'on a. Un café chaud, un rayon de soleil, un chien qui vous regarde avec amour, c'est suffisant. Claire est passée me voir en fin de matinée. Anaïs, tu es prête? Prête pour quoi? Tu as oublié? Aujourd'hui, c'est ton tour. Ah oui, mon tour. À l'association Femmes Debout, nous avons une tradition. Chaque mois, une femme raconte son histoire, du début à la fin, devant toutes les autres, pour inspirer, pour montrer qu'on peut survivre, qu'on peut se reconstruire. Aujourd'hui, c'était mon tour. Je n'avais jamais raconté toute mon histoire, pas en entier. Des morceaux, oui, mais jamais le récit complet. J'étais nerveuse. Claire, et si je n'y arrive pas? Tu vas y arriver. Et même si tu craques, on sera là. Nous sommes arrivés à la salle vers 14 heures. Il y avait une vingtaine de femmes.
certaines que je connaissais bien, d'autres que je voyais pour la première fois, jeunes, moins jeunes, belles, fatiguées, brisées, reconstruites, toutes différentes, toutes pareilles. Je me suis assise au centre du cercle. J'ai respiré profondément et j'ai commencé. Je m'appelle Anaïs Perrault. J'ai 71 ans. Et il y a 7 ans, mon fils a essayé de me faire interner dans un hôpital psychiatrique pour voler mon argent. Le silence. Puis j'ai raconté. Tout. Philippe. Notre amour. Notre vie. Sa mort. Théo. Sa gentillesse apparente. La maison piège. Les pilules. Les faux certificats médicaux. La procuration falsifiée. La boîte dans le mur. Robert. Claire. Le procès. La victoire. Et puis, la reconstruction. J'ai parlé pendant 1 heure, sans m'arrêter. Et à la fin, j'ai pleuré. Mais ce n'était plus des larmes de douleur. C'était des larmes de libération. Quand j'ai levé les yeux, toutes les femmes pleuraient aussi. Une jeune femme, elle devait avoir 30 ans, s'est levée. « Madame Anaïs, merci. Merci de nous montrer qu'on peut survivre, même quand c'est notre propre famille qui nous trahit. » Une autre a ajouté « Vous nous donnez de l'espoir. » Claire m'a serré dans ses bras. « Tu vois, tu as fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Quoi? Tu as transformé ta douleur en force, pour les autres. » En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai repensé à ces mots. Transformer la douleur en force. C'était exactement ce que j'avais fait. Théo avait voulu me briser, me réduire à rien. Mais à la place, il m'avait forcé à devenir plus forte que je ne l'avais jamais été. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, pas de Théo. Je n'avais plus eu de nouvelles de lui depuis notre rencontre à l'hôpital, 3 ans auparavant. Cette lettre venait d'une femme, une certaine Madame Dubois. « Chère Madame Perrault, vous ne me connaissez pas, mais j'ai assisté à votre témoignage à l'association Femmes Debout la semaine dernière. Je voulais vous dire merci. Mon fils essaie de faire exactement la même chose que le vôtre. Il veut me faire déclarer inapte, me mettre sous tutelle, prendre ma maison. Mais après vous avoir écouté, j'ai compris que je n'étais pas folle, que je n'étais pas seule, et que je pouvais me battre. Grâce à vous, j'ai contacté un avocat, j'ai déposé une plainte, et j'ai trouvé le courage de dire non. Vous m'avez sauvée. Merci. Avec toute ma reconnaissance, Madame Dubois. J'ai relu cette lettre plusieurs fois. Les larmes coulaient sur mes joues, mais c'étaient des larmes de joie, parce que ma douleur avait sauvé quelqu'un d'autre. Et c'est là que j'ai compris. Le sens de tout ça. Théo ne m'avait pas détruite. Il m'avait révélée. Il m'avait forcée à devenir celle que j'étais censée être. Une femme forte, lucide, capable de se défendre, capable d'aider les autres. Sans cette épreuve, je serais restée la veuve fragile, dépendante, perdue. Maintenant, j'étais Anaïs, entière. Les mois ont passé. J'ai continué mon bénévolat. J'ai aidé d'autres femmes. J'ai écouté leurs histoires. Je leur ai donné mon numéro de téléphone. Si vous avez peur, appelez-moi. N'importe quand. J'ai voyagé. En Grèce, au Portugal. Des endroits que je n'aurais jamais osé visiter seule avant. Maintenant, je n'avais plus peur. J'ai aussi repris contact avec d'anciennes amies. Celles que j'avais perdues après la mort de Philippe. Elles m'ont accueillie à bras ouverts. « Anaïs, on pensait que tu nous avais oubliés. » Non, c'est moi qui m'étais oubliée. Un jour, j'ai reçu un appel, d'un numéro inconnu. « Madame Perrault ? » « Oui, je suis journaliste. Je travaille sur un documentaire sur les abus envers les personnes âgées. Votre avocat, Maître Fontaine, m'a parlé de votre histoire. Accepteriez-vous de témoigner ? » J'ai hésité. Raconter mon histoire à la télévision ? Devant des milliers de personnes ? Je ne sais pas. Madame, votre histoire pourrait aider tellement de gens. Des milliers de personnes âgées sont manipulées par leurs propres enfants. Elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent se défendre. J'ai pensé à Madame Dubois, à toutes ces femmes à l'association. D'accord, je le ferai. Le tournage a eu lieu 2 mois plus tard. J'étais nerveuse, terriblement nerveuse. Mais quand la caméra s'est allumée, j'ai oublié tout ça. J'ai juste raconté. Mon histoire, ma vérité. Le documentaire est sorti 6 mois plus tard. Il s'appelait « Les enfants prédateurs » et il a eu un impact énorme. Des milliers de personnes ont appelé les associations d'aide. Des enquêtes ont été ouvertes. Des lois ont été renforcées. Et moi, je suis devenue, malgré moi, une voix. Une voix pour celles et ceux qui n'osèrent pas parler. 1 an après la diffusion du documentaire, j'ai reçu une dernière lettre, de Théo. Je l'ai reconnu tout de suite, son écriture. J'ai hésité à l'ouvrir. Mais finalement, je l'ai fait. Maman, j'ai vu le documentaire. Je t'ai vu raconter notre histoire, ma trahison, ta douleur. Et pour la première fois, j'ai vraiment compris ce que je t'avais fait.
Je ne te demande plus ton pardon. Je sais que c'est impossible. Mais je voulais te dire que je suis fière de toi, fière de ce que tu es devenue, fière de la femme que tu es. Tu m'as montré ce qu'est la vraie force, pas celle qui détruit, celle qui construit. Je vis toujours modestement. Je travaille avec des personnes en difficulté. J'essaie chaque jour de réparer un peu du mal que j'ai fait. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi. Mais je voulais que tu saches que ton exemple m'a sauvée. Merci maman. Théo, j'ai lu cette lettre, une seule fois, et je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne lui ai pas répondu, parce qu'il n'y avait rien à répondre. Théo avait fait son chemin, j'avais fait le mien. Nos routes s'étaient séparées, pour toujours, et c'était bien comme ça. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je vois quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je vois une femme qui a survécu à la trahison, à la manipulation, à la solitude. Une femme qui a choisi de ne pas se laisser définir par ce qu'on lui avait fait, mais par ce qu'elle avait choisi de devenir. Je pense souvent à cette boîte dans le mur, cette boîte qui contenait tous les mensonges de Théo, tous ses plans, toute sa haine. Si Monsieur Garnier n'avait pas cassé ce mur, je serais peut-être aujourd'hui dans un hôpital psychiatrique, enfermé, oublié, mais il l'a cassé, et avec lui, il a cassé les chaînes invisibles qui m'emprisonnaient. La vérité m'a libérée, pas immédiatement, pas facilement, mais elle m'a libérée. Et aujourd'hui, quand je me réveille le matin, je n'ai plus peur, je n'ai plus honte. Je suis Anaïs Perrault, j'ai 71 ans, et j'ai transformé la douleur en sagesse, la trahison en force, le silence en voix. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à se défendre, à croire en elle, alors tout cela aura eu un sens. Parce que la vie, la vraie vie, ne commence pas quand tout va bien. Elle commence quand on décide de se relever. Encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'on retrouve sa lumière. La mienne, je l'ai retrouvée, et elle brille, plus fort que jamais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.